Eh oui, je suis content de voir que certains apprécient. Alors, pour celui qui m'a dit c'est un générique à Jim Leveilleur, non, c'est Chopin. Si tu t'intéresses un petit peu, on n'est pas obligé de s'intéresser, on n'est pas obligé de savoir un peu la musique classique. Bah ça, c'est un classique en tout cas. Et bah, si Jim Leveilleur fait des génériques comme ça, c'est qu'il a très bon goût. Et bah, je le salue. Je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, je le salue. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On est en mode. Alors, j'assume totalement. Je prends totalement la responsabilité du titre. Il est totalement putaclic, on est d'accord. Voilà. Parce que je sais pas ce que ça veut dire, le formationniste. C'était pour rigoler, j'avais pas d'idée de titre. Aujourd'hui, on va se la faire en format radio libre. Je salue tout le monde, déjà. Waouh, passer après ça, tu as ouvert l'éventail. Euh, alors, je vais essayer d'y aller par étapes. Déjà, je vais commencer par prendre position, chose que je fais assez rarement parce que, et je sais que c'est quelque chose qui m'a parfois été reproché, même sur cette chaîne, à savoir de juste évoquer les choses avec une forme de détachement, mais j'y peux rien, c'est comme ça que je suis. Et forcément, plus tu essayes d'être neutre et plus tu essayes d'observer les choses avec cette neutralité, il y a forcément des choses qui à un moment donné te heurtent dans l'analyse par rapport à tes convictions qui te sont propres. Et les convictions, elles s'inscrivent en fait dans le raisonnement et la psyché humaine, c'est tout simplement l'empirisme, quoi, ta propre vie, ce que tu expérimentes au quotidien. Et on se met tous très souvent d'accord ici sur cette chaîne pour dire qu'en fait notre impact sur le réel, il est limité. Et très souvent, et c'est ce qui fait que j'ai aimé ta chaîne et qui fait que ça a scellé une forme d'amitié, je dirais, de chronique régulière. Et on a aussi fait Nouvel An. J'aime bien le rappeler ça souvent. C'est que justement, dans cette analyse-là, on essaye d'être le plus factuel possible, on essaye d'être dépassionné, mais malgré ça, il y a quand même notre quotidien qui nous impacte. Et toi, par exemple, tu le dis très souvent, et c'est ça que j'admire, c'est je fais le maximum pour essayer d'informer mon entourage de ma perception, et mon entourage, c'est vaste, c'est justement les gens qui nous suivent là ce soir. Et tu dis, j'essaie de les informer avec ce que je crois comprendre, mes analyses et le temps que tu y consacres. Donc même professionnellement, tu l'as rappelé en début de ton live, tu es en train de remettre une parenthèse sur une activité peut-être professionnelle qui était peut-être plus confortable financièrement, mais pas du tout stimulante intellectuellement. Et pourquoi on se rejoint? Parce que et moi j'ai mis du temps à comprendre ça te concernant et je me souviendrai toujours des premières interactions qu'on a eues. Tu disais on n'a pas l'âme d'être des warriors ou des justiciers ou d'être des gens qui vont se dire qu'on peut révolutionner le monde, mais la Lucas, je vais t'embêter, ouais, excuse-moi, excuse-moi encore. Non, on me dit c'est dans mon le chat, et intro, c'est hein. vrai que, Ouais, non, mais prends ton temps, c'est excellent. Juste le ok. micro, il grésille. Certains me disent que ton micro grésille, voilà, c'est tout. Alors il grésille peut-être quand je parle trop fort, donc faudrait que je le Ouais, baisse alors. Attends, on va voir peut-être, ça. voilà. Mais prends Voilà. ton temps et développe, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai baissé le micro. Est-ce que tu sens une différence significative? Il y a un petit grésillement, mais enfin, on t'entend bien. Désolé les amis si ça continue à Ah, grésiller. c'est Des bon, fois, ça. l'invité fait aussi avec. Là, mais là, honnêtement, c'est écoutable, non? Là, c'est Ouais. mieux Ouais, là, c'est super mieux, là. Change rien, là. parce que j'ai deux micros en fait, Oh deux putain, possibilités. ah ouais, non, change rien, là, il est bon, là. C'est clair, fort, Parfait. bien. Alors, je disais donc le seul moyen qu'on ait une emprise sur le réel, des informations qu'on traite et que tu nous apportes et que tout chroniqueur qui monte chez toi essaye d'apporter, ça se traduit comment? Bah, ça se traduit par le fait d'avertir un maximum de noms autour de nous, de gens qui veulent bien suivre et dépasser les concepts qu'ils ont et arriver à d'autres conclusions peut-être. Voilà, ça c'est la portée du travail qui est le nôtre. Et nous, quand je dis, et là je vais plutôt parler de moi pour le coup, quand je prends une information, que je la traite de manière, comment dire, intellectuelle dans le sens, j'ai un paradigme et est-ce que le truc s'inscrit ou pas dans mon paradigme, et il y a aussi le réel. Et là j'en viens à Trump. Trump, évidemment, il y a énormément de choses qui, moi, me sont détestables. Et je vais commencer par ce qui conceptuellement devrait ne pas me faire dire ce que je vais dire plus tard. Qu'on me dise qu'une société, donc les États-Unis,
s'organise autour de la Bible, parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Quand on dit que y a un État sioniste, quand on dit que le monde musulman qui serait incarné par la puissance financière des Qatars, des Qataris, pardon, des mecs du Bahreïn, toute la péninsule là-bas où il y a de l'argent, et de l'autre côté dire que l'Arabie Saoudite est un État religieux, mais alors qu'ils sont dans des logiques commerciales qui dépasseraient même les pires craintes dénoncées peut-être par le bolchevisme, tu vois. Donc au final, on se rend compte qu'il y a donc une scène, un réel, et au-delà de cette scène, il y a des acteurs. Et l'entité américaine dans son entièreté, moi j'ai un problème avec ça. Quand tu vois qu'une société fait semblant d'avancer sous couvert de démocratie et de valeurs humanistes, et que derrière ça reste quand même le chancre d'un État qui a tout simplement massacré des Indiens et a fait la traite négrière pendant je ne sais combien de temps, hein, c'est très récent, les I Have a Dream, Martin Luther King, qui après se permettent de faire la leçon au monde entier. Je pense aussi par exemple à ce sursaut écologique, hein, qui nous vient d'Occident et qui a été à un moment donné incarné par les États-Unis, tout simplement pour freiner la croissance et le développement de la Chine, des pays émergents. Donc, en fait, moi j'ai un gros problème de base, de tartufferie avec le pays. Et au pays de la tartufferie, ce qui me choque, c'est que le peuple est assez, entre guillemets, et je vais généraliser, je m'en excuse, assez bêta pour se satisfaire de narrations type ancien acteur d'Hollywood qui devient gouverneur de la Californie. Hein, je pense à Schwarzenegger, je pense à Reagan avant, qui était président des États-Unis. Là, on a quand même un mec, toute sa vie, ça a été du cinéma. Trump, c'est du cinéma. Il est issu d'une bonne famille, il a quelques réussites financières, mais surtout des échecs, mais c'est surtout de la propagande grâce à de l'argent. Et dans ce paradoxe-là que je viens de dénoncer, eh ben, excusez-moi de vous dire que j'apprécie Trump. Et pourquoi je l'apprécie et pourquoi je me réjouis, et je vais commencer par l'exemple peut-être le plus simple que j'ai à vous proposer, c'est que moi, je n'en peux plus de cette société woke. Je n'en peux plus de cette envie de revisiter les contes de Walt Disney pour que le prince charmant soit peut-être transgenre. Je n'en peux plus. Et ça, dans mon quotidien, ça a un impact, ça a un réel. Je fais partie de ceux qui ont été dans l'œil du cyclone d'une direction pour misogynie, alors que je suis juste, et je m'en excuse, un homme hétérosexuel à l'ancienne. Donc tout ça, quand je sais qu'on est les catins des Américains, et que je vis au quotidien avec un peuple de suivistes, et je lui en veux pas d'être suiviste quelque part, parce que Rayad le dit toujours très bien, ce sont des gens qui bossent, ce sont des gens qui ont des factures à payer, ce sont des gens qui ont le nez dans le guidon, et qui ont peut-être pas choisi la vie de marginaux que lui et moi avons. Et peut-être, je serais même pas étonné que beaucoup de ceux qui nous suivent sont des marginaux également. Et c'est le fait d'être en marge. Être en marge, c'est pas être un clochard. Être en marge, c'est d'aller travailler quand on en a besoin ou quand on en reçoit l'envie et qu'on ne vit pas au crochet de l'État comme d'autres formes de marginaux. Voilà, c'est tout ça auquel j'ai envie de faire réfléchir les gens et de vous dire, en fait, l'arrivée de Trump, au-delà de tout ce que ça... Et quelque part, c'est pas contradictoire avec ta vision de l'antéchrist. Hein, quelque part, pour être séduisant, il faut arriver avec des atouts. Et moi, je suis dans une position de faiblesse telle que je vous dis, j'accueille du mieux que je peux cette soupape, en fait, que représente Trump. En fait, Trump, pour moi, est une erreur 404 dans la matrice de tous les tartuffes qui nous font chier depuis maintenant plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que ces gens-là nous font la morale. Ça fait 20 ans qu'ils nous parlent de démocratie, qu'ils nous parlent de part américain. Néanmoins, elle locasse. Je vais me permettre d'apporter la... Non, on va se mettre en... C'est parfait, je tournais en rond après. On va se mettre en mode conversation parce que ton discours, je veux que tu le continues, mais de temps en temps, je te relance avec une question et je vais me faire l'avocat, le contradicteur, on va le dire comme ça. Est-ce que en France, par exemple, parce que tu as cité les woke, moi, je vais être honnête avec toi, les woke, en fait, ils impactent peu ma vie. J'en vois même quasiment pas. Bon, de temps en temps à Marseille, quand tu sors le soir, tu vois des gens qui, tu pourrais dire c'est des woke ou pas, mais enfin bon, ils impactent pas ma vie, ils me dérangent pas, ils font leur vie, je fais la mienne.
Voilà, et t'as pas l'impression quand même qu'on a faussé le débat parce qu'en France, je crois que le problème, je vois des gens sur Internet qui sont partis loin. Le problème, c'est l'inflation, c'est la qualité de vie, c'est l'insécurité, c'est la qualité des services publics. Il y a tout un tas de préoccupations très terre à terre. La qualité du bus que tu vas prendre demain. T'espères ne pas te faire égorger dans le métro. T'espères pouvoir travailler, enfin gagner suffisamment ta vie pour pouvoir au moins payer tes factures, pas te retrouver à la rue. Est-ce que ça serait pas ces centres d'intérêt, ces préoccupations qu'il faudrait remettre en avant? Et est-ce que nous-mêmes, on n'est pas parti sur des pistes qui finalement sont pas, je sais pas, c'est pas les woke qui emmerdent le français moyen, c'est l'inflation, c'est l'insécurité, c'est les incivilités, c'est les dégradations, c'est la baisse du nombre de fonctionnaires qui fait qu'un service public fonctionne mal, etc. Voilà, je te pose la question. Alors, sur le wokisme et ses conséquences, moi je suis catégorique. Et j'aime bien partir d'exemples pour justifier mon propos. Euh, je te prends un exemple tout bête. Euh, pour te montrer à quel point moi il m'impacte. Peut-être que ça impacte pas les autres, hein, mais moi je te parle du fait que moi ça m'impacte. Euh, Tout simplement, ma dernière expérience professionnelle, où je suis convoqué dans un bureau physiquement pour m'entendre dire que ma manière de parler aux femmes n'est pas appropriée. Je suis un homme qui n'a jamais sifflé une femme dans la rue. Je suis un homme qui est bienveillant, courtois. Je suis un homme, si à un moment donné je vois une dame dans la délicatesse et quel que soit son âge, j'aurai comment dire, pas le réflexe, mais le comportement, je pense, adéquat. Et en fait, ça, les hommes dits traditionnels, tu sais, qui ne se posent pas des questions en permanence sur ce qu'ils sont et leurs orientations ou leurs émois internes, tu vois, et que ça donne quelque part lieu à une forme de petit substitut de rudesse, tu vois. Et ça, en fait, ça me paraît plutôt sain. Mais comme les féministes, par exemple, parce que pour moi, dans le wokisme, j'intègre de manière large. Je mets dedans le greenwasher écolo à outrance qui voudrait me mettre au quinoa. Je mets dans le même lot la personne qui va être en mesure de me dire attends, mais ça se dit pas. Je veux dire, c'est un peu genré ton propos. Euh, je n'aurais peut-être pas affaire à quelqu'un qui va être aussi caricatural, me dire que mon propos est genré. Mais en tout cas, sa matrice, elle fonctionne comme ça. Et c'est quelqu'un qui va peut-être me faire du tort par truchement, par manière comment dire, de surveiller l'évolution de ma carrière, ou etc., etc. Et en fait, c'est tout ça que je dénonce et qui est pernicieux, d'accord? Et ça amène à une société de tartuffes. Et là, maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat et je vais me taire et je vais laisser la parole parce que j'ai envie de soulever un dérivé à mon exemple. Quand je te dis que je suis impacté et que j'en souffre, je prends par exemple la société française, dans laquelle il y a un retour de l'intégrisme religieux. Et je ne stigmatise pas les musulmans en disant ça, je dis que c'est un retour quasi trans-religion. Mais je l'observe dans la religion musulmane. Je l'observe avec un retour du voile, avec un retour de la ségrégation entre hommes et femmes. Mais comme les wokistes qui nous font la leçon et qui m'ont fait la leçon en tant que personne tolérante qui vit avec des mœurs contemporaines, moi on me fait la leçon alors que pendant ce temps-là, une simple prise de parole réellement féministe et progressiste pour le coup pourrait faire retourner à l'âge de pierre ceux qui essayent de nous ramener à l'âge de pierre, hein, les mêmes qui ont été jetés des pays arabo-musulmans dont ils viennent et dont ils se réclament. Là, il y a de la tartufferie et ça a des conséquences directes sur la cohésion du vivre ensemble. Et ça, oui, je dénonce le wokisme. Et avec l'arrivée de Trump, il fait comprendre aux gens, fermez vos gueules, des femmes ont voté pour moi, fermez vos gueules, des latinos ont voté pour moi, fermez vos gueules, des afro-américains ont voté pour moi. Donc venez pas me casser les couilles avec mes notions de racisme et promettez-moi que le premier féministe, comment dire, le premier phallocrate irrespectueux et misogyne sera mis au pas réellement par les gens qui ont voté pour moi. Et je crois que tu as compris la teneur de mon propos. Et ça, transposé en France, c'est si des Rayad, des El Locas et tous ceux qui montent sur ta chaîne, on a arrêté de les traiter de misogynes, on a arrêté de les traiter de complotistes, on a arrêté de les traiter d'antisémites, on a arrêté de les traiter tout simplement, ce serait
nous qui défendrions les causes féminines, c'est nous qui défendrions les causes des handicapés, c'est nous qui défendrions les causes pour qu'il y ait une place dans la société pour ces enfants. Je sais pas si on m'a traité ou pas de comment ça s'appelle, de misogyne, mais déjà j'emmerde la personne. Et puis il suffit pas d'accuser quelqu'un. Et puis je suis pas misogyne. Et leurs problèmes de relation homme-femme, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma liberté. Je fais chier personne, je mets de côté. Donc les gens aussi qui caractérisent comme ça, de toute façon, c'est typique de l'époque. Tout le monde est devenu procureur. Tout le monde fait la morale aux autres. Comme un ado de 14 ans, tout le monde prend une posture. Enfin bref. J'ai une dernière question pour toi. Je vais encore une fois, je vais resituer le truc. J'ai continué à analyser. Ouais, j'aime bien ça, les analyses, les dialyses. Et je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qu'il y a. Non, parce que les gens, ils ont voté pour Trump ou ils ont voté contre Kamala. Est-ce que les gens ont voté pour les républicains ou contre les démocrates parce qu'ils ont un bilan exécrable? Et deuxième, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je regarde le vote à la Chambre des représentants, il est serré, hein, c'est 218. Hein. La majorité est à 210, les républicains ils sont à 218. Lorsque je regarde le Sénat, c'était serré quand même, 53 d'un côté et 47 de l'autre. Et lorsque je regarde l'élection présidentielle, je vois un énorme écart. Donc ma question c'est, est-ce que les gens n'auraient pas plus voté contre Kamala Harris, qui semblait incompétente et complètement délirante, que contre le Parti démocrate lui-même? Magnifique, magnifique. Et moi, j'ai envie de te dire qu'effectivement, il y avait un vote sanction de Kamala Harris, mais plus globalement. Je m'explique. Je pense réellement, pour m'être passionné hein, pour les élections américaines et pas juste au moment des élections. En fait, je me passionne pour les États-Unis depuis bien longtemps parce qu'on y est obligé quelque part. Hein. Depuis le 11 septembre, si tu t'intéresses pas aux États-Unis, tu rates quelque chose, quoi. Et le truc, c'est que Kamala Harris, en fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la contestation. Je m'explique. Tu te retrouves face à un mec qui s'appelle Biden, qui est président de ton pays et qui a été accusé par l'opposition de lui avoir volé son élection. Les Américains, ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ce qu'il y ait des trucs un peu bizarres qui se produisent. Souvenez-vous de Al Gore et d'autres avec Bush, etc. Il y a toujours eu dans l'histoire des élections américaines, à un moment donné, une contestation du résultat. Ça fait presque partie du jeu. Mais quand ça se produit, ça laisse dans l'inconscient à côté, bon, on a un président, mais il a peut-être triché, mais on s'en fout. De toute façon, c'est le président, c'est comme ça. Bah, on va croire le narratif. Et à un moment donné, le narratif, ça devient un papy sénile qui se pisse dessus et qui raconte de la merde tout le temps. Et là, les gens se disent, mais merde, putain, ça se voit, quoi. Et t'as les démocrates les plus convaincus qui disent, non, mais attendez, c'est caricatural, il était peut-être fatigué, il sortait de sa sieste. Et en même temps, Trump, il a quel âge? Vous voyez, il a 78 ans, lui aussi, il se fait vieux. Enfin, tu vois, il y avait tout un argumentaire démocrate qui était bancal, mais qui était quand même tenté. Le culot, c'est assez prodigieux quand même. Et ça devient tellement gros, tellement visible, qu'on te sort Kamala Harris, dont j'avais déjà parlé à l'époque, souvenez-vous, hein, pour ceux qui me suivent et qui se souviennent de mes propos, ils doivent pas être nombreux, ils sont peut-être 2 dans le chat, et je les salue. J'avais dit à l'époque, Kamala Harris, pour moi, c'est un produit marketing qui tôt ou tard sera utilisé, exploité. Moi, je voyais pas sur cette élection-là, hein, je voyais dans le futur. Et cette dame, elle a été parachutée donc comme vice-présidente, et ça a été une vice-présidente fantomatique en plus qui se désolidarisait pas trop de Biden. Et quand c'est à elle de reprendre le flambeau, elle fait comme s'il n'avait jamais existé. Donc déjà, au sein des démocrates, si on dit avoir une sensibilité pour le vieil âge, je trouve qu'elle a manqué énormément de cavalerie en prenant sa succession, tu vois. Ça déjà, il y a un gros problème. Mais on poursuit. C'est quelqu'un qui est présenté comme une latino, pardon, pas une latino, une indo afro-américaine. Et les afros ne se sont jamais reconnus dans cette part d'afro parce qu'elle a plutôt le côté, le bagage, je dirais postural, culturel de l'indo plutôt que de l'afro. D'accord? Elle n'a pas connu les mêmes parcours, les mêmes ségrégations et les mêmes difficultés au démarrage. Donc ça déjà aussi, c'est très très mal perçu. Et j'en viens, et pour moi c'est le point le plus capital et le plus important qui fait que les États-Unis ont massivement voté pour Donald Trump et qu'ils ont voté pour Donald Trump pour sanctionner Kamala. Et tu le dis si bien parce qu'au Sénat, là il s'agit de gérer en fait les destinées du pays avec, on va dire, une sensibilité qui doit être partagée. Là les Américains ont su faire la différence. Mais pour ce qui est du point pour moi le plus capital et qui fait que ça a été pour moi une gifle pour Kamala et un triomphe pour Trump,
c'est déjà, on réélit un mec plus vieux que la jeunette qui a été mise. Donc le côté Biden était sénile, on sait faire la différence entre un vieux et un sénile. Il y a déjà cette réponse-là. Deuxième réponse, il y a, et ça c'est pour vraiment, vraiment le plus important selon moi, les Américains, qu'on le veuille ou non, tous, globalement, ils sont patriotes. Et ils n'en peuvent plus, au-delà de Kamala Harris, d'un parti démocrate qui s'adresse aux clans, qui va s'adresser aux latinos, qui va s'adresser aux noirs, qui va s'adresser aux trans, aux CSP+, aux ceci, aux cela. En fait, les Américains, dans leur globalité, ils avaient besoin d'un discours où l'idée de l'Amérique vibre encore. Et en fait, c'est ça qui vient, pour moi, et je tais mon propos là-dessus, vient réveiller une forme d'espoir. Messieurs, dames, on a le droit, enfin, mondialement, de dire c'est bon, stop. J'aime la France, je suis patriote, et j'ai envie de faire corps avec les autres, qu'ils soient catholiques, musulmans, athées, ce que vous voulez, dès lors qu'ils nous font pas chier dans l'espace public. Ce sont des Français et je suis patriote. Je peux le dire maintenant sans être traité de nationaux fasciste, crypto-réactionnaire. Voilà. Ouais, mais c'est bien de le dire aussi. Moi, j'aime mon pays. C'est la population actuelle qui des fois me casse les couilles et pas tout le monde. Donc des fois je suis énervé, des fois je suis nuancé. Mais c'est bien de rappeler que voilà, il y a la France et il y a les gens qui passent et qui sont là pour quelques décennies. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et quand la France redevient la France, tout le monde l'aime parce qu'il n'y a pas de souci avec la France. Je vais passer à Abou Denner. Je te remercie pour ta patience. Abou Denner, c'est marrant avec le pseudo. Alors plusieurs choses. Moi, je vais essayer un petit peu d'aiguiller. Je rappelle juste ce format, c'est un format détendu, donc pareil, n'hésitez pas à être long, tant que vous tournez pas en rond, mais n'hésitez pas à être long, il n'y a pas de problème. Et si je vous coupe, c'est juste pour modeler, pour orienter. Abou Denner, déjà, merci parce que d'avoir accepté de faire un spécial Palestine avec moi dimanche et je vais attaquer dès demain. Et puis, ce que je te proposerai, je vais t'envoyer un mail. Je t'enverrai un mail et je vais te donner le mien, comme ça on pourra communiquer et se voir peut-être avant pour organiser l'émission avec Hakim. J'ai une question pour toi, Abou Denner. Elle est volontairement provocatrice. J'en parlais en privé. Moi, quand je regarde le pèlerinage, alors moi j'ai des parents musulmans, hein. Ma mère, feu mon père aussi, ont fait six fois. Hein. Je crois qu'ils sont allés 6 fois à la Mecque, hein, donc motivés. Hein. Ils avaient la carte de membre et tout. Bref, ils allaient en after et tout. Non, je rigole. On dit que le judaïsme a été perverti par Satan. L'islam se revendique quand même être une continuation du judaïsme. Lorsque je regarde le pèlerinage à la Mecque et notamment la Kaaba, la pierre noire, et ce qu'a cité Stefano Popo l'autre fois, c'est-à-dire tout un tas de cornes, de choses bizarroïdes qui relèvent plus du satanisme qu'autre chose, moi j'ai envie de dire, mais les croyants, ceux qui vivent, ils sont sincères, mais qui récupèrent leurs prières. Et est-ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est pas aussi là l'une des antres du diable, au même titre que New York qu'on appelle Babylone? Bonjour Abou Denner. Voilà, c'est une question. Bonjour à toi, bonjour à l'intervenant, j'ai pas vu son nom. El Locas. El Locat. Salut à toi et merci à tout le chat déjà et merci à ceux qui sont venus hier aussi pour aider nos frères.